Ok. Bon, bah, bonjour à tous et à toutes, enfin plutôt à toutes et à tous. On va donc commencer par ça. Euh, on a Donc, décidé de faire un workshop biais de genre et Ellie va se présenter. Donc, voilà, donc merci à tous d'être présents parmi nous. Donc je m'appelle Ellie, je suis la fondatrice de W Scripted, qui est une plateforme qui met en avant les scénaristes, autrices femmes auprès des producteurs, décideurs du monde de l'audiovisuel. Donc nous avons préparé ce workshop pour donner voilà, des outils d'analyse des biais des personnages féminins dans les scénarios. Ça peut vraiment être utilisé aussi pour l'écriture. Donc voilà, je laisserai Isabelle se présenter. donc moi je suis Isabelle Salary, je suis la coprésidente de Séquence 7 avec Idir Zebouj. Aujourd'hui nous on s'est associés à W Scripted sur ce projet d'appel à projet. Ça nous a donné l'occasion de nous dire qu'un atelier sur la façon dont on pouvait repérer et déconstruire les stéréotypes féminins intéresserait tout le monde, à la fois les lectrices et nos adhérentes et adhérents. Donc on l'a ouvert à l'ensemble des adhérents de Séquence 7. Donc voilà, Ellie va commencer à nous présenter le workshop et je continuerai en parlant des différents tests existants. Donc moi je vais vous partager un share screen, un petit PDF. Est-ce que tout le monde voit le PDF? Ok. Donc, ah, si tout le monde pouvait faire en sorte de garder sa vidéo off, ça serait utile. Je ne sais pas si on entend. Son micro, en fait, il y a Ok. un petit Larsen. Voilà. Bon, alors moi, je vais commencer avec la partie male gaze, female gaze, et puis, oui, je me recule un peu, voilà, c'est plus joli, excusez-moi. Puis vous donner quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, les femmes en chiffres, c'est quoi? Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, 30% des personnages féminins, 20% des personnages principaux, 35% des dialogues des fictions TV en France sont prononcés par les femmes, et puis c'est 10 sur 100 des grands personnages féminins, voilà, qui sont les grands personnages de cinéma. Donc voilà, c'est un peu les résultats. On a voulu vraiment axer ça sur les personnages féminins, de la sous-représentation des personnages féminins. Et entre autres, cette sous-représentation, elle est due au male gaze. Donc le male gaze, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, deux définitions assez simples du male gaze et du female gaze. Très simplement, le male gaze, c'est quand le personnage féminin est perçu comme un objet au détriment de sa personnalité. Souvent, les femmes, on en trouve une dans les scénarios male gaze, peut-être une ou deux personnages féminins. C'est voilà, ce qui explique la sous-représentation. Aujourd'hui, le female gaze, en comparaison, c'est une narration qui adopte le point de vue du personnage féminin pour partager son ressenti et son expérience. J'inclurai ici que le female gaze, c'est inclusif, donc on peut remplacer le personnage féminin par un personnage masculin, et ça reste du female gaze du moment qu'on ressent son expérience. Voilà, vraiment un partage d'expérience et un regard d'égalité. Donc, pour aller un petit peu plus loin, je suis retournée à l'arrière. Le male gaze en quelques mots. C'est la femme objet, qui donc on le voit beaucoup dans les films comme les films James Bond, où la femme c'est le trophée, c'est la perfection, et que les personnages principaux sont des hommes qui mènent toute l'action. Il y a aussi de l'érotisation des personnages féminins. Ça, on l'a vu, donc j'aime bien l'exemple de Benedetta parce que c'est des nonnes. On pourrait penser que c'est des personnages qui vont être pas du tout sexués parce que c'est des nonnes, mais on les a quand même retrouvés. Voilà, c'est très sexué et puis très très bien maquillées, des femmes très belles. Ça, c'est du male gaze, c'est de l'érotisation. Le regard de domination, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le male gaze. Imaginez une femme qui rentre dans un restaurant, l'homme la regarde, même ce jeu de regard où c'est l'homme qui fait que la femme a tout, trouve est sur un piédestal parce qu'elle est regardée par un homme. Voilà, c'est de la domination.
La violence, donc ça, je vais prendre l'exemple de Game of Thrones. Bon, bien sûr, je pense que tout le monde, c'est de la violence généralisée, mais surtout cette scène où de viol entre une frère et une sœur, où voilà, la violence, elle est érotisée, la violence, c'est ça qui est l'enjeu de la scène. Et, voilà, et cette scène qui est une scène de viol, c'est vraiment du male gaze. Et puis pour finir, les stéréotypes et les portraits. Donc les stéréotypes des personnages féminins qu'on retrouve, c'est beaucoup du coup la femme objet, la femme absente, passive, effacée, minimisée, discriminée. Donc beaucoup de mots ici. Mais on retrouve aussi la femme parfaite, la femme forte. Donc voilà, c'est très très binaire. Et puis les métiers phares, j'en citerai juste 3 pour rester concise. Infirmière, professeur, secrétaire. Voilà, ça vous donne un peu l'idée, le tableau. Aussi, c'est pas parce que c'est un film ou une série sur les femmes que c'est pas du male gaze. Ça peut être un portrait de femme, mais si on ne partage pas son expérience, eh ben c'est du male gaze. Toujours ce partage d'expérience, un regard d'égalité qui fait que, en tant que lecteur ou spectateur, on ressent voilà, l'expérience du personnage qui fait que c'est du female gaze. Donc, en comparaison, le female gaze, qu'est-ce que c'est? Donc, le corps n'est plus objet, il devient sujet. Bon exemple, c'est Wonder Woman, enfin, bon exemple, il y a énormément d'exemples, mais Wonder Woman, la manière dont ça a été filmé fait que la femme n'a pas été érotisée, et c'était vraiment elle, l'héroïne de l'action. Voilà, c'était pas dû à sa beauté et son corps, donc ils ont vraiment, c'est le premier film de Marvel qui a filmé le corps d'une femme comme ça. Et puis voilà, le sujet, on suit l'expérience du sujet au fur et à mesure de l'histoire et de son action. Le plaisir est conscientisé. Donc le bon exemple, c'est le portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma, où vraiment là, c'était vraiment un pur exemple de female gaze. Il n'y a aucune érotisation du plaisir entre les deux personnages féminins, mais c'est vraiment un plaisir conscientisé et qui est amené de manière très 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 quel est le mot que je vais utiliser, mais très, très fine et puis qui passe au-delà juste du physique. Et donc vraiment, je vous conseille de voir ce film si vous ne l'avez pas vu pour comprendre comment on ressent ce plaisir. Ensuite, souvent, le female gaze, c'est aussi raconté par des femmes. Donc l'exemple, le plus gros exemple qu'on a, c'est Titanic, où Rose, le personnage principal, raconte l'histoire. Donc on est plongé dans son expérience. Et Titanic est du pur female gaze. Après, ce que j'ai mentionné avant, c'est que voilà, le female gaze, c'est un partage d'expérience. Donc on peut aussi avoir un homme et partager l'expérience d'un homme, et ça reste du female gaze. Enfin, voilà, partage d'expérience, je l'ai mentionné, et puis ressentir les sensations, très très important. Donc j'ai oublié de mentionner tous mes exemples parce que j'oublie, je parle beaucoup, mais pour vous donner des exemples, par exemple vis-à-vis du fait qu'on ressent les sensations, j'aime bien mentionner que les personnages féminins, ils ont... ah non, excusez-moi, ça c'est la prochaine slide. Voilà, c'est là où ça va devenir, où je vais donner 2-3 exemples. Donc ça c'est voilà. Pour finir ma partie, j'aimerais aller un petit peu plus loin sur voilà, qu'est-ce qu'on retrouve comme biais de genre et la réalité des personnages féminins qu'on voit à l'écran, et puis ensuite faire un peu une application au scénario avant de laisser la parole à Isabelle. Donc, biais de genre, on retrouve souvent un personnage comme binaire, alors qu'une femme a une pluralité des expériences. Le fait que aussi les femmes, parce qu'elles sont binaires, parce que voilà, elles sont sous-développées dans les scénarios de male gaze, alors qu'une femme, ça a une réelle complexité et un psyché, voilà, bien au-delà de ce qui est représenté. Donc est-ce que j'ai des exemples à donner ici? Non, mais vraiment c'est très très important de travailler sur la construction narrative de ce personnage féminin pour voilà, mettre en avant cette complexité. Donc la femme parfaite et la femme forte, c'est là où il manque une réelle complexité. Ensuite, la forte morale sociale
qu'on retrouve. Donc toujours, c'est la forte morale sociale, c'est aussi des personnages binaires. C'est que on retrouve beaucoup, par exemple, une forte morale sociale vis-à-vis des femmes qui ne veulent pas d'enfants. C'est rare qu'on voit des films où c'est normal que les femmes ne veulent pas d'enfants. L'avortement, c'est aussi quelque chose de pas bien. Enfin, il y a une définition. Voilà, les histoires sont construites sur des morales qui sont pas forcément subjectives voilà, à la personnalité du personnage féminin qu'on développe. Et pour vous donner un exemple, c'est les scènes de viol. J'adore prendre ces exemples parce que je trouve ça très important et puis à chaque fois très... Je pense que nous, en tant que femmes, on se sent vraiment aussi, même si ça peut toucher aussi les hommes de la même manière, on se sent... voilà, c'est facile en fait au niveau du male gaze d'érotiser les scènes de viol, de les rendre violentes. Et donc on est tout de suite... on prend la place en tant que lecteur et spectateur, on prend le regard du violeur, alors que du female gaze, en fait, le personnage féminin a des sentiments, a des émotions qui ressortent ça a marqué sa chair, il y a une déshumanisation, pardon, et elle ressent de la douleur. Et ça, c'est quelque chose qui est peu fréquent sur des scènes de violence, et qui, voilà, et voilà, pour expliquer que voilà, les émotions et le ressenti d'expérience des personnages féminins, très 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 important, et c'est ce qui manque souvent aujourd'hui dans les films. Et passivité, donc pour finir sur ces biais de genre, les femmes sont souvent des personnages passifs, donc sous-représentés, donc ça peut être un ou deux personnages max, et puis j'explique, Isabelle vous donnera les chiffres et vous donnera aussi des exemples de tests assez intéressant, mais la passivité fait que les femmes du coup ont peu de temps de parole, alors que clairement une femme a souvent beaucoup de choses à dire. Et puis j'aimerais faire, je n'étais pas sûre de le mentionner, mais je vais le mentionner parce que j'arrête pas de retrouver ces mots partout. Mais si une femme parlait plus aussi à l'écran, on entendrait plus souvent le mot clitoris, vagin et vulve, alors que c'est très très fréquent qu'on entend le mot bite ou couille, et que du coup ça participe à la passivité et l'infériorisation du personnage féminin. Donc pour finir, comment appliquer du coup tous ces éléments au scénario? Donc c'est vraiment dans les descriptions. Voilà, développer la description du personnage au-delà de ses attributs physiques. Quand vous travaillez sur l'arc et puis sur le but de vos personnages, peut-être éviter de tout concentrer sur le but romantique. Bon, il y a des exceptions bien sûr quand c'est une comédie romantique ou tout cela, mais c'est vrai que c'est important de développer des éléments au-delà. Et puis vraiment, l'action et les dialogues, c'est là où du coup les femmes sont moins présentes sur la page. Donc faire attention que les actions et les dialogues soient pas réducteurs aux stéréotypes sociaux. Aujourd'hui, il y a une réelle discrimination ou une perfection qui est retrouvée dans ces stéréotypes sociaux des personnages féminins à l'écran. Donc voilà, c'est des outils qui semblent assez logiques, mais je vais maintenant laisser Isabelle compléter le sujet. Ok, alors, eh ben effectivement, il y a des moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour permettre de mesurer s'il existe des personnages féminins forts dans une œuvre audiovisuelle. Donc, le plus utilisé aujourd'hui et le plus connu, c'est le Bechdel test. Alors, le Bechdel test, je vais d'abord vous parler de son origine. En fait, le Bechdel test est né en 1995. Il est issu d'une bande dessinée de la dessinatrice Alison Bechdel, qui, dans cette petite page de bande dessinée, puisqu'on appelle ça un strip, une femme propose à une autre d'aller au cinéma. La deuxième répond écoute, ça va pas être simple parce que moi je ne vois que des films qui respectent 3 règles, à savoir il doit y avoir au moins 2 femmes nommées par leur nom et prénom, ou en tout cas au moins par leur nom dans cette œuvre. Ces 2 femmes doivent se parler ensemble et elles doivent parler d'autre chose que d'un homme. Donc la première a un doute et elles partent au cinéma et en fait elles s'engagent dans une quête vaine et finissent par renoncer et manger du popcorn. Et à l'issue de cette petite bande dessinée, les femmes d'Hollywood se sont peu à peu emparées de ce test qui a pris une importance vraiment significative et qui donne lieu à des études chaque année.
Et vraiment, ça s'est popularisé dans les années 90. Et donc, depuis 90, on regarde pour les films d'Hollywood s'ils passent ou non le Bechdel test. Donc, passer le test, c'est remplir les 3 critères. Donc, on pourrait penser que c'est une évidence de remplir ces 3 critères, mais c'est pas le cas. Donc, par exemple, à Hollywood, on est toujours à un film sur 2 qui passe le test. Alors, j'ai pas fait le calcul de la réciproque, mais je l'ai testé sur des séries et des films en France. Et en fait, si on prenait le critère de 2 hommes nommés par leur nom et leur prénom dans une œuvre, c'est 2 hommes qui parlent ensemble et qui parlent d'autre chose que d'une femme, euh, on y est généralement au bout d'un quart d'heure, hein, dans quasiment toutes les œuvres. Pour les femmes, on rame et souvent on a les 3 points vraiment vers la fin. Donc cette règle maintenant s'appelle le test de Bechdel et en France aussi il commence à être utilisé. Donc j'ai trouvé une étude qui parle aussi des films français, donc qui nous dit que en 2009, 24% seulement des films français passaient le test, donc avaient ce qu'on appelle les 3 points, contre 42% en 2019. Donc on voit quand même qu'il y a une progression significative de la présence féminine dans les films, mais on n'y est pas encore. Par ailleurs, ça concerne le cinéma. Moi, j'ai une anecdote qui concerne France 2. Il y a 5-6 ans, j'étais à une conférence où le responsable de la fiction de France 2 s'exprimait et il a de lui-même cité le test de Bechdel en disant qu'il l'appliquait à leur série au moment de l'écriture. Donc voilà, ça prend aussi de l'importance chez les décideurs. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, alors, le test de Bechdel, donc, il indique un taux de présence féminine dans les films et les séries. On a voulu en faire un indicateur du sexisme, de la nature des personnages, mais en fait, vraiment, si on veut être rigoureux, c'est juste, ça mesure le taux de présence féminine. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des femmes dans cette série? Mais qui est déjà quand même très important. Alors, je vais vous donner des exemples d'abord d'œuvres qui échouent au test, et ensuite d'autres qui le passent et en vous faisant des commentaires là-dessus. Donc moi, j'ai voulu d'abord commencer par une série parce qu'elle est extrêmement récente et elle peut surprendre parce qu'elle échoue au test. Donc c'est Drôle de Fanny Herrero. Sachant que le critère, c'est que c'est le premier épisode qui dure 45 minutes sur lequel j'ai appliqué le test. Donc, comme c'est écrit par une femme, que c'est quelque chose de récent, on pourrait imaginer évidemment que le test fonctionne. En fait, non. Dans le premier épisode, on a 2 femmes clairement identifiées. On en aperçoit une 3e qui prendra de l'importance au fur et à mesure des épisodes. Et non, à aucun moment ces 2 femmes ne se parlent. Dans le 2e épisode, elles ne se parlent pas non plus. On a un des 2 personnages qui parle à sa mère quelques secondes en lui disant est-ce que tu as bien fait ta valise, où se trouve ta valise. Et c'est seulement au 3e épisode que les 3 femmes commencent à interagir ensemble et à se dire des vraies choses. Alors que j'ai fait le test à l'inverse, enfin la réciprocité du test, j'ai regardé si on avait 2 hommes dans cette série qui à un moment se parlaient, parce que ça pourrait aussi ne pas être le cas. Et effectivement, 2 hommes se parlent dans le premier quart d'heure. Il y en a qui sont des personnages principaux. Il y en a un qui lui dit « je vais te prendre ta place » puisque c'est des stand-uppers. « Je vais te prendre ta place sur scène ». L'autre est pas content et ça pose clairement des enjeux de domination et ça permet de bien caractériser les personnages. Donc voilà. Ensuite, on a alors un tout petit bémol qu'on pourrait donner, une petite excuse qu'on pourrait donner à ce projet, c'est qu'il se passe dans le milieu du stand-up et qu'il y a peu de femmes. Mais bon, quand même, voilà. Enfin, voilà en tout cas ce qui est. Alors, on a aussi, je vous ai mis un autre cas de film, mais c'est différent dans la démarche, c'est Intouchable. Là, on passe au film. Donc là, on a Intouchable, qui est un film donc, qui ne passe pas le test de Bechdel. On pourrait se dire, et c'est ce que je me suis dit, parce que j'en ai parlé avec Sophie Goudgil, qui doit être là, et je lui dis, oui, mais c'est fondé sur une histoire vraie. Donc comme c'était 2 hommes les personnages principaux et que vraiment les femmes étaient placées au second plan, ça peut justifier que ça passe pas le test de Bechdel. Et Sophie m'a dit une chose à raison, c'est qu'elle me dit, oui, enfin, l'histoire était avec un homme arabe,
ils ont choisi de remplacer l'homme arabe par un homme noir, en l'occurrence Omar Sy. Elle me dit ils auraient pu aussi choisir de le remplacer par une femme. Et je me suis dit c'est pas faux. Voilà, ça aurait été possible aussi. Alors on a un autre film qui passe pas et qui ça m'a un peu surpris. C'est pour une autre raison, c'est Adieu les cons. Alors on a un personnage principal qui est Virginie Efira, donc c'est une femme. Donc on se dit qu'on est dans un film avec un fort taux de présence féminine, mais finalement non parce qu'elle est seule et qu'elle parle à aucune autre femme, à aucun moment. En tout cas pas à une femme clairement identifiée. Je pense qu'aux 3 quarts du film, elle parle avec la femme d'un docteur. Voilà, donc c'est à peu près le seul moment où elle dialogue avec une autre femme. Donc, on a d'autres exemples de films qui échouent au test. Pareil, parfois il peut y avoir des raisons. Est-ce qu'elles sont justifiées ou non? Je ne sais pas. Mais on va prendre le cas des Misérables. En 2019, le film de Lajli, qui est néanmoins un très bon film selon moi. Donc, il y a énormément de personnages dans ce film, mais vraiment énormément. Et pourtant, il n'y a même pas 2 femmes dont on connaît le nom et qui évidemment échangent quelques mots. Donc c'était quand même vraiment surprenant. Et Lajli a été interpellée par une journaliste en conférence de presse. Et il a répondu assez sèchement qu'en banlieue, les femmes traînaient pas en bas des tours, que la rue appartenait aux garçons et que son film était la critique de ce que les garçons faisaient de la rue. Bon, après, bon, enfin voilà, voilà sa réponse en tout cas. Alors donc, selon lui, donc ce que ça reflète cette parole, c'est que l'échec du film est lié au choix de son univers. C'est-à-dire que si on a des personnages immergés dans un milieu masculin comme celui de la police, de l'armée ou de certains films historiques, ça influence négativement la réussite du test. Mais cet univers est quand même un choix de scénariste à la base. Donc voilà, c'est des gens qui choisissent des films en se disant il n'y aura pas de femmes, voilà, c'est comme ça et on y va. Alors, je vais vous parler maintenant de séries et de films qui passent le test et surtout de séries et de films qui ont du succès. Donc là, c'est là où... Voilà, parce que je voulais vous raconter qu'on pouvait faire des films avec des femmes fortes, très présentes, et que ça plaise beaucoup à tout le monde, aux hommes comme aux femmes comme aux hommes d'ailleurs, on pourrait dire dans ce sens-là aussi. Donc je vais vous parler d'Unbelievable, qui est une série qui est sur Netflix, qui fait 6 épisodes que personnellement j'ai adoré et qui est adapté de la réalité et d'un livre qui a eu le prix Pulitzer. Ça raconte comment 2 femmes à un même niveau hiérarchique dans la police, donc 2 enquêtrices, enquêtent sur une affaire de viol en reprenant un dossier que leurs collègues masculins avaient bâclé et comment elles parviennent pardon, à résoudre cette enquête. Là, dans cette série, vraiment, les hommes sont relégués au second plan et pas seulement les enquêteurs qui ont mal fait leur travail dans un premier temps, mais aussi les conjoints de ces 2 femmes. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment étonnant et amusant dans la série. En fait, ces 2 femmes sont mariées, toutes les 2. Elles rentrent le soir, elles ont généralement leur mari à la maison. Je ne pourrais même pas vous dire quel était le métier de ces garçons. Et ils écoutent gentiment leur épouse leur parler de leurs problèmes de travail la journée. Donc elles racontent leurs inquiétudes, les blessures qu'elles peuvent ressentir en voyant les victimes et tout ça. À tel point qu'à un moment, je me suis dit comment il peut y avoir 2 types aussi gentils et aussi présent, sympathique. Je me suis dit, c'est impossible, c'est obligatoirement un des 2, voire les 2 qui sont les violeurs. Toujours est-il que pas du tout. Tout le film, ces messieurs sont charmants avec leur épouse et sont présents. Et à la fin du film, on a les 4 qui dînent ensemble, l'affaire est résolue. Les 4 dînent ensemble et les hommes se rencontrent enfin, puisqu'ils ne s'étaient toujours pas vus, c'est les femmes qui sont amies. Et voilà, on a des gentils époux qui sont contents de rencontrer les amis de leur femme et qui les soutiennent de bout en bout de la série. Bon, bah, moi, je vais vous dire, à tel point, je suis pas habituée, j'y croyais pas. Voilà, j'y croyais pas. Donc, et c'est une très bonne série. Après, j'ai une autre série que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment très féministe. C'est Big Little Lies, qui a été réalisée par Jean-Marc Vallée. Alors, Jean-Marc Vallée, c'est un réalisateur de films qui a réalisé Crazy et The Dallas Buyers Club, qui a été 6 fois nominé aux Oscars.
Et donc là, il s'est attelé à la réalisation d'une série qui avait été initiée par Reese Witherspoon et Nicole Kidman, qui sont à la fois les actrices et les productrices de la série. Et là, on se retrouve donc avec une série qui pourrait avoir les attributs de quelque chose d'assez misogyne, à savoir que on parle de femmes évoluant dans des banlieues riches et pour la majorité, je crois même quasiment pour toutes, n'ayant pas de travail. Il semble qu'il y en ait une qui soit prof de yoga, mais en gros, aucune n'a de travail. Elles sont riches et elles sont dans des belles maisons, et voilà. Et bah pas du tout. On se retrouve avec vraiment un film qui raconte, ben, avec des intrigues qui racontent toute la même histoire, celle de la violence symbolique et physique infligée aux femmes. Donc en fait, on a un portrait choral qui montre vraiment les rouages de la tyrannie patriarcale. Et on y parle de violence conjugale, de maternité subie, d'empêchement professionnel, de viol. Toutes les figures masculines sont tenues à distance, c'est-à-dire que c'est vraiment des pantins. Et néanmoins, on se retrouve, et du coup, ça édifie un portrait assez réaliste et complexe. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que cette série, elle met en avant la sororité. Là où on imagine, dans un premier temps, des femmes un peu bourgeoises, riches, qui s'ennuient, qui sont destinées à se disputer ou à être en compétition, et bien on se rend compte que non, elles s'unissent, elles se soutiennent et elles s'aident tout au long de l'intrigue. Et quand elles sont en désaccord, c'est vraiment pour des causes importantes. Donc voilà, qui sont pas donc est-ce que mon gâteau est plus beau que le tien? Voilà, donc ça c'est une très belle série aussi. Sinon on a si on passe au cinéma, on a un film, j'ai choisi 8 femmes de François Ozon parce que ça a eu un énorme succès en salle. Or, on a vraiment un film, alors là pour le coup, où il y a que des femmes. Et ça n'empêche donc pas le succès en salle d'un film. Et c'est réalisé par un homme. Donc merci François Ozon. Alors, donc ce test est donc très utilisé, mais il a ses limites. C'est-à-dire qu'on a des films, d'abord il mesure que le taux de présence féminine, et ensuite on a des films qui passent le test de Bechdel, mais qui sont vraiment loin de présenter des personnages féminins forts. Donc je vais vous en présenter un, La Belle Époque, réalisé par Nicolas Bedos. Donc, il passe péniblement le test au bout d'1h45. Et les deux personnages principaux féminins se parlent enfin. Et ce qu'elles se disent, c'est on peut boire quelque chose. Et l'autre répond oui, bien sûr. Donc voilà, ça c'est donc ça passe le test, mais ça fait de la peine quand même. Et cet exemple, c'est pas un cas isolé. Donc, on retrouve quand même beaucoup de films qui passent le test où, quand les femmes se parlent, certes, elles se parlent pas d'un homme, mais en gros, elles vont se parler de maquillage, de vêtements, de tâches ménagères. Donc là, on peut pas non plus prétendre qu'on est face à des personnages féminins forts avec des enjeux forts. Donc, il y a des gens, d'autres femmes, qui ont réfléchi à d'autres grilles d'analyse. Donc, mais on est en plein work in progress. Donc là, je vais vous en citer deux. Et j'espère qu'il y en aura bientôt bien d'autres. Donc on a un test qui s'appelle le test de Mako-Mori, qui a été nommé ainsi d'après un des personnages du film de Guillermo del Toro, Pacific Rim, qui est un film, je sais pas, comment vous dire, un peu de science-fiction. Et dedans, donc il y a ce personnage, cette femme, Mako-Mori, qui est un personnage fort. Donc le film ne passait pas le test de Bechdel, mais néanmoins, on avait un personnage vraiment intéressant. Donc du coup, on considère que quand un film passe ce test, il en vaut la peine, en tout cas d'un point de vue des personnages féminins, et il doit répondre aux critères suivants. Donc on dit qu'un film qui passe le test de Mako-Mori est un film qui a au moins un personnage féminin, que cet personnage féminin a son propre arc narratif, donc sa propre histoire en fait, et que cet arc ne consiste pas à être le faire-valoir d'un personnage masculin. Donc vraiment, elle a sa propre aventure. Donc ce test permet, pour les films qui passent pas le Bechdel test, de mettre en valeur des personnages féminins forts. Donc là, moi, j'ai noté comme Veuve Noire dans Avenger. En l'occurrence, je n'ai pas vu Avenger, mais ça permet, sachant que les films de super-héros n'ont quasiment aucune chance de passer le test de Bechdel, de rattraper un petit peu le coup, quoi.
on a un autre test qui s'appelle le test de la lampe sexy. Alors, on a une scénariste qui s'appelle Kelly Sue DeConnick, que je ne connais pas, mais qui s'est posé une question et qui s'est dit, tiens, parfois les personnages féminins sont tellement faibles dans un film que si je les remplaçais par une lampe, est-ce que ça changerait quelque chose à l'histoire? Et donc elle l'a appliqué à quelques films et elle s'est rendue compte que pour quelques films, ça ne changeait absolument rien. Donc évidemment, on cite beaucoup de James Bond, mais surtout il y a un film qui m'a étonnée, c'est que elle cite Gatsby le Magnifique. Donc il semble que dans Gatsby le Magnifique, si on remplace le personnage féminin par une lampe, ça ne change strictement rien à l'histoire. Voilà. Donc évidemment là, l'idée n'est pas que les films passent le test. L'idée c'est que ça ne le passe pas. Donc en fait, voilà, c'est un peu ce qui existe. Donc ce que je viens de vous présenter sur les tests, les choses comme ça, liées au personnage féminin fort, ça s'inscrit dans une réflexion plus large sur la question de la représentation des minorités à l'écran, auquel s'ajoute donc au-delà des femmes la surreprésentation des personnages blancs, des personnages hétérosexuels. Donc là aussi, il y a des tentatives de tests qui sont faites, mais que je vous présente pas ici parce que c'est pas tout à fait le sujet. Donc, pour en revenir à la représentation des femmes dans l'écriture des scénarios, il y a, selon nous, enfin avec Ellie, on s'est dit qu'il y avait quand même des principes à garder en tête. Donc là, c'est vraiment, on arrive à une forme de conclusion. Des principes à garder en tête à l'écriture et à la lecture de scénarios. Donc on a retenu quelques points. Donc déjà, inspiré donc, de ces différents tests, il faut qu'il y ait deux femmes qui soient clairement identifiées, qu'elles aient un nom. Il faut donc que ces deux femmes se parlent entre elles. Il faut qu'elles se parlent d'autre chose que d'un homme. Il faut aussi qu'on ait au moins un personnage féminin avec son propre arc narratif, donc je répète, qu'il y ait au moins un personnage féminin qui a son propre arc narratif et que cet arc narratif ne consiste pas à être le faire-valoir d'un homme. Et on a ajouté aussi à ça, parce qu'on trouvait ça quand même intéressant, que le but du personnage féminin principal ne soit pas de former un couple avec un homme. Donc là, évidemment, ça nous sort un peu des comédies romantiques que personnellement j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. C'est une tentative on se dit que bon, aujourd'hui, on peut essayer de sortir un petit peu de ça. Alors, une conclusion plus générale, c'est que la capacité à créer des personnages féminins forts, ben, c'est pas inné. C'est inné pour personne, en fait. Que ce soit les hommes, mais aussi les femmes. Parce que même si on se revendique comme féministe, on commet parfois, voire même souvent, des impairs. Et comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. Donc là, on pourrait dire, il n'y a pas mort de femme. C'est pas simple. À se rendre compte de nos erreurs. Donc je crois qu'il faut faire des tentatives. Et je pense que se tromper, parfois, faire des personnages féminins qui sont faibles, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'y réfléchir et essayer de corriger, d'améliorer. Et voilà. Parce qu'on est aussi, depuis notre enfance, naturellement, on nous a mis dans des rôles et on les reproduit naturellement. Il n'y a pas à se sentir coupable, en fait. Ce qui compte, c'est d'y réfléchir et d'essayer de changer les choses. Donc là, vraiment, il y a une tendance dans le cinéma et la série au changement. Donc vraiment, c'est important en plus parce que ce sont vraiment des vecteurs de messages et d'apprentissage. Et c'est vrai que le petit écran, comme le grand écran, ils étaient quand même assez sexistes, voire misogynes. Et là, ils deviennent des bons élèves sur le sujet du féminisme, pardon. Et donc aujourd'hui, on voit ça particulièrement en série, je trouve, mais aussi en cinéma, qu'on aborde des sujets qui étaient encore tabous il y a peu de temps. Donc on dédramatise le plaisir féminin, on tente de mieux retranscrire les violences sexuelles et sexistes, et on tente vraiment de changer les rapports hommes-femmes. Bon, mais néanmoins, il reste encore du travail parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de stéréotypes. Donc on a bien trop souvent la femme bien plus jeune que son partenaire. On se retrouve avec la femme fragile parce que trop émotive,
voire hystérique. La femme mariée est fidèle à son époux, alors que eux, ils vont toujours aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc Iris Bray, elle explique que elle parle essentiellement de la télévision. Elle dit que si la place des femmes à la télévision est aujourd'hui plus importante qu'avant, donc on a 44% semble-t-il des décideuses à la télévision, 80% des showrunners restent des hommes. Donc il y a encore du changement aussi à faire derrière la caméra, mais en fait, nous, on espère que le cinéma, la télévision et les plateformes vont pas considérer tous ces sujets comme une tendance, mais que les choses vont continuer à avancer sur cette voie. Mais c'est surtout, selon moi, le rôle des scénaristes de proposer des sujets qui mettent en avant des personnages féminins forts. Pour moi, le public est tout à fait prêt, et si ils sont pris entre les scénaristes et le public, les décideurs vont suivre. Et ce sera pour le long terme. Donc voilà, j'ai terminé. Et merci les filles. Si vous avez des questions, enlevez vos micros et dites tout ce que vous pensez. Enfin, les filles et les garçons, s'il y en a. Les garçons aussi, dites tout ce que vous pensez. Vous avez tout à fait le droit de vous exprimer, au contraire. Ouais, alors justement, je voulais faire juste une petite remarque pour rebondir là-dessus. Merci à vous deux. Allez, je suis blagueuse. Je me suis dit que j'allais compter le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui participent actuellement. Donc, nous sommes, pardon pour le message, donc nous sommes 20 à peu près de la jante féminine et vous êtes, merci messieurs, 5 ou 6. Ah bah c'est cool, hein, bravo. Oh les gars, merci. Mais bon, est-ce que ça en dit pas déjà long, le fait qu'il n'y ait que 6 hommes qui Oui, participent? moi, je suis déjà très contente. Bon, ouais, restons optimistes. Il y a aussi une petite timidité à se sentir Oh. légitime sur ce sujet, à se dire bon, on est un homme, mais ça nous concerne vraiment quand même. Je trouve qu'on est au début, quoi. Ouais. Moi, je suis très, très optimiste. Moi aussi. Voilà, donc est-ce que vos questions, vos remarques sont les bienvenues? N'hésitez pas à enlever mon micro, c'est pas grave si c'est un peu le bazar. Moi, bonjour, d'abord, je ne suis pas présenté. Moi, je trouve ça intéressant. Enfin, c'est génial ce que vous dites, de toute façon, mais je trouve qu'en plus, c'est vachement intéressant en termes de dramaturgie parce que ça crée des conflits. Enfin, ça peut être super riche de mettre des femmes dans des rôles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je veux dire, ça peut même être le cœur de l'histoire, quoi. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de films où on voit une jeune fille qui veut être maçon, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, je dis un truc mais qui aurait décidé parce qu'elle aime bien construire des choses. C'est assez rare. Enfin, et je trouve que ça ouvre un champ des possibles. C'est un terrain de jeu formidable, quoi. Génial. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question. Je suis assez d'accord avec ce que relevait Anne-Laure. Du coup, effectivement, c'est vrai que bon, ça fait sourire quoi, qu'il y ait si peu d'hommes. Mais bravo à vous déjà. Mais moi, j'avais une question par rapport à justement toute la doc là qui vient d'être exposée. Est-ce qu'il y a des liens qu'on pourrait éventuellement transmettre justement à des auteurs plutôt masculins qui souhaiteraient se renseigner? Parce que c'est vrai que je suis régulièrement confrontée au problème en tant que petite productrice associative qui a plutôt, enfin, au sein d'une association qui a plutôt pour vocation d'aider des autrices. On reçoit régulièrement des candidatures de jeunes auteurs qui souhaitent raconter des récits féminins, mais qui n'ont pas forcément les outils pour le faire. Et puis, c'est vrai que nous, notre association a plutôt pour vocation d'aider les autrices. Et du coup, je ne sais jamais vers quoi les renvoyer, vers quel contenu ou quelle structure, en fait. Du coup, je me demandais, vu que vous avez fait un super travail de sources et de mise en page de tous ces concepts-là, est-ce que vous avez des idées ou des docs ou une bibliographie vers quoi je pourrais rapatrier ces auteurs-là qui auraient envie justement de faire cette démarche en fait Moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait, parce que là, le pitch deck qu'on a mis à disposition sans, l'intervention, ça va pas forcément être très intéressant. Donc, on pourrait travailler, parce que là, c'est la première fois qu'on donne ce workshop. Donc, on pourrait travailler sur une ressource qui inclut aussi la bibliographie, parce qu'il y en a énormément.
dont Iris Bray, et puis il y a pas mal aussi de livres qui viennent des États-Unis qui pourraient être assez intéressants aussi. Donc, on peut, je sais pas ce que tu en penses, mais En fait, ça peut faire partie du travail. ouais, il y a pas mal de choses sur l'image. Il y a peu de choses sur l'écriture à ce jour, voire rien en fait. Sur l'écriture scénaristique, il n'y a pas de texte, de choses vraiment intéressantes. En revanche, sur le test de Bechdel, ouais, on a des choses, mais moi j'ai trouvé ça un peu partout. Je pense que déjà on pourrait mettre nos sources, ce serait pas mal. Non, mais c'est faire un document concis, c'est ça qui fait que ben voilà, ça peut être utilisé et puis être partagé. Alors qu'aller regarder sur Google test de Bechdel. Non, je pense qu'il faut faire un document. Ouais, on peut faire. Enfin, idéalement, il faudrait qu'on fasse un document précisant nos sources. Comme ça, on sait qu'on n'a pas inventé. Ça met un peu de rigueur dans tout ça. Là, on les a, les sources. On les fait à l'oral, on les dit pas. Oui, c'est vrai que si vous aviez le temps de faire ce petit référencement-là, ce serait super parce que c'est vrai que généralement, je trouve que c'est un outil qui manque. Et là, vu que c'était quand même très complet ce que vous avez fait, je me dis que ce serait chouette de pouvoir effectivement le réexploiter quoi, et en faire un outil à part entière. Ok, d'accord. Merci. J'ai une question aussi, en fait. Enfin, déjà, merci pour la conférence, c'est super. Ce test de Bechdel, en fait, est-ce qu'il se base sur de réelles études sociologiques et tout ça? Parce que, pour le coup, quand vous avez expliqué son origine, c'est Ouais. une autrice de BD et tout ça qui a lancé le truc. Mais pour le coup, est-ce qu'on sait si c'est vraiment pertinent, efficace pour vraiment mesurer de façon concrète, je dirais, enfin, si ça fait vraiment avancer les choses, quoi. Alors, comme je le disais, ça ne mesure pas la capacité à faire des personnages féminins forts, ça ne mesure pas le sexisme dans un film, ça ne mesure pas tas de choses, mais ça mesure, et ça quand même, ça c'est vrai, ce qu'on appelle le taux de présence féminine. C'est quantitatif. Voilà, c'est quantitatif en fait. Et, c'est tout. C'est parti de l'idée d'une femme. Et finalement, ça a été repris et ça fonctionne. Donc ça perdure en fait. Tu vois, ça a perduré depuis maintenant 35 ans et c'est quasiment encore aujourd'hui la seule référence qui existe en matière d'audiovisuel pour mesurer le taux de présence féminine. On n'a pas trouvé autre chose encore. Mais on est au début en fait de toutes ces choses-là. Tu vois, j'ai présenté 3 tests. C'est pas, voilà, c'est un peu comme j'allais dire l'économie. Voilà, on est preneur de toute nouvelle méthode. Ce que je rajouterais, c'est parce que c'est quantitatif. Du coup, il n'y a pas de raison de savoir si c'est faussé ou si ça fait avancer les choses. Du coup, c'est un outil qui permet de se rendre compte, ah ben mince, oui, il n'y a pas de femmes ici. Après, c'est vrai que dépendamment du contexte, si c'est un film sur la mafia, c'est un film périodique, on dit en français, enfin historique, et que voilà, c'est sur ce sujet-là et qu'il y avait peu de femmes, là, il faut prendre les choses en considération et c'est normal qu'il y ait moins de femmes. Mais après, c'est un outil vraiment qui est utilisé par pour tout ce qui est fiction, et puis c'est vraiment très, très pratique. Et donc, est-ce qu'il est faussé? Parce que c'est quantitatif? Non. Du moment que ça rentre dans la ligne éditoriale du projet. Bonjour, oui. Ouais, j'avais juste une petite remarque. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'entendez? Qui veut parler, mais qui est une femme en fait. Pardon? Il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine Poulot. En fait, non, c'était juste pour dire que. Vous m'entendez? Oui. En fait, moi j'ai une question par rapport au cinéma hollywoodien. Marisa, excuse-moi, mais tu es à côté de quelqu'un qui doit être sur le même Zoom. Ouais, c'est ça. Arrête, on va voir si moi, sinon on peut faire. Attends, arrête-toi. Moi, je suis déjà. Merde. Est-ce que c'est bon? Non, ça va pas. Bon. Une coupe sans Zoom alors. Ouais, j'avais une petite. Voilà, mais ferme ton ordi, Marisa. Donc moi je ferme le mien. Voilà.
J'avais une question sur le cinéma hollywoodien, parce que j'étais tombée sur une émission culturelle, soi-disant, qui disait qu'en fait, voilà, enfin, moi j'ai un problème avec l'âge d'or et tout ce qui concerne le cinéma hollywoodien. Je veux savoir ce que vous en pensiez par rapport justement, alors peut-être j'ai pas énormément de culture là-dessus, mais j'ai un vrai problème justement sur la représentation de la femme et surtout, enfin justement tout ce qu'il y a autour où c'est très idéalisé, c'est mis sur un piédestal, dans tous les ouvrages qu'on peut lire de cinéma, de théorie. Et, et dans cette émission culturelle, on disait, bah oui, mais au final, il n'y a pas de femmes, en fait. Il n'y avait pas de femmes à cette époque qui racontaient. Alors, on les a invisibilisées. Ça, on s'en rend compte de plus en plus. Mais, et la réponse qui avait été donnée, c'est, bah oui, bah en fait, voilà, il y avait effectivement pas de femmes, mais ça fait partie de la culture, en fait. Et donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que la culture qu'est-ce que c'est que le cinéma s'il n'y a pas cette vision, en fait parce que le cinéma, en grande partie, c'est l'âge d'or hollywoodien. Enfin, je ne sais plus comment ça avait été tourné, mais voilà, je voulais savoir un peu quels sont les outils, comment on peut répondre à ça. Après, on appelle la culture, là, il y a un terme, aujourd'hui, il y a un courant qui dit qu'on veut contre-culture ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus le terme. Où vraiment, il y a une grosse réflexion, je crois, à Hollywood, et moi, j'ai pas lu énormément d'articles sur le sujet. De toute façon, les États-Unis, c'est un pays très compliqué. Et ce courant de contre-culture où on voudrait mettre de côté tout ce qui est biaisé et qui vient, voilà, qui a été écrit avant, dans le passé, bah non, faut le prendre en considération et aujourd'hui avancer. Après, c'est vrai que si Hollywood se base sur cet âge d'or, moi je pense sincèrement qu'il se base plus sur cet âge d'or. Le problème aujourd'hui à Hollywood, c'est pas l'âge d'or parce que clairement ces films-là, enfin, tous les studios, ils ont perdu en suprématie. Maintenant, on est vraiment dans la suprématie des streamers. Et les streamers, ce qu'ils veulent, c'est aller chercher du contenu qui va résonner avec une audience internationale. Le problème, c'est que c'est beaucoup. Le problème de la personne qui prend la décision est la même qu'en France. C'est que ça va être des hommes basés à Hollywood qui n'ont pas vraiment une perspective autre que voilà, leur bulle. Donc, ce pas des personnes qui vont voir le potentiel dans certains projets. Et ce pas des personnes aussi, c'est un réseau très fermé. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais puis ça se base beaucoup sur la data, ça c'est un gros sujet, sur la data de qu'est-ce qui a marché avant aux États-Unis, enfin à Hollywood, et ils regardent les chiffres et c'est comme ça qu'ils prennent. C'est pour ça que ça reste faussé, parce que du coup, s'ils se basent sur ce qui a marché avant, mais il n'y a que des hommes, clairement, un film écrit par une femme ou avec des femmes, eh ben, aura un marché limité. Merci. Moi, j'ai une question aussi, très pragmatique, très rapide. Je voulais juste savoir pour le traitement, à partir de combien de pages exactement vous pouvez livrer le traitement. Et deuxième question, combien il y avait de projets sélectionnés? Voilà. Ah, pour la liste à Cannes? Oui. Ah, donc oui, donc pour ceux qui ont rejoint le call et qui ont, enfin, comme il y a des femmes, et c'est que donc d'abord j'ai une personne qui met en avant les scénaristes femmes auprès des producteurs, et nous avons lancé une liste d'excellents scénarios à Cannes pour du coup mettre en avant un nombre de 25 projets seront mis en avant, voilà, dans la presse et puis pour les producteurs à Cannes. Et donc c'est traitement entre 15 et 20 pages. Ou un dialogué. Bon, il n'y a pas de limite, mais le traitement, ouais, 15-20 pages, ça dit. Ouais, tout à fait. Et là, je regardais enfin, je reviens au sujet, mais je regardais dans le chat, il y a des gens qui donnent des choses intéressantes. Chloé a donné l'étude du collectif 50-50. D'autres choses sont dites. Mais c'est vrai que le travail de 50-50, et c'est ce qui nous a motivés pour cette table ronde, il est exclusivement sur les gens derrière la caméra ou les gens à l'image, mais il n'est pas sur l'écriture. C'est pour ça que nous, on s'est intéressé. C'est le début. Enfin, on essaye de s'intéresser, de trouver des données sur l'écriture. Ouais. Philippe, tu voulais poser une question. Philippe Enola, c'est ça? Si tu pouvais enlever ta caméra. Ah ouais, c'est bon. Enlève. Remets le son peut-être. Oui, c'est bon là. Ouais, vas-y. Ok. Oui, bonjour tout le monde. Alors j'ai à la fois une question, sur un cas
personnel un peu concret. J'ai un projet de court-métrage qui est vraiment très, très centré sur une problématique, sur la condition féminine, puisque c'est une femme artiste qui peint des toiles avec son sang menstruel. Il se trouve qu'il y en a qui le font. Et justement, voilà, donc je me suis renseigné, j'ai échangé avec une artiste qui le fait, voilà, pour essayer quand même de pas dire n'importe quoi quand même, voilà, d'être assez proche de la réalité. Et avec le producteur, on pense vraiment qu'il faudrait que ce soit réalisé par une femme, pour de toute façon avoir au moins quand même, je veux dire, une vraie implication de femmes. Et on pense aussi que ça risquerait d'être mal reçu si en plus d'être écrit par un homme, le film était réalisé par une femme. Déjà, j'aimerais déjà votre avis là-dessus. Et pour compléter, on a eu quelques contacts avec des réalisatrices. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est presque elles qui sont plus gênées. De la même façon que l'artiste me disait, c'est plus les femmes qui sont gênées par ces toiles que les hommes. Voilà, c'est à la fois une remarque et une question plus générale. Alors, première chose, c'est vrai qu'il y a un sujet aujourd'hui qui était moins le cas avant, mais aujourd'hui ça devient un sujet. Souvent, on parle d'être légitime sur ce qu'on écrit. Donc, on demande de plus en plus aux gens d'être légitimes. Donc, effectivement, être légitime, c'est que quand tu parles des règles d'une femme et que tu peins avec, on te demande d'être une femme. Alors après, c'est peut-être discutable, mais c'est vrai que c'est la tendance actuelle. Oui, quitte à travailler, je ne sais pas si ça pourrait aider de travailler avec une co-autrice ou une personne qui pourrait venir sur le projet. Après, c'est vrai que je peux comprendre, c'est vrai que je peux comprendre, ça peut mettre mal à l'aise une réalisatrice. J'ai aucune idée. Et en fait, quand tu dis que les femmes sont mal à l'aise, je pense pas que ce soit ça. Je pense que 80% des gens sont mal à l'aise, hommes comme femmes, avec ce sujet. Il faut juste que tu arrives à trouver une femme qui n'est pas mal à l'aise avec ce sujet et à qui ça parle. C'est pas parce que tu es une femme que ça va te parler de faire de la peinture avec le sang de tes règles, quoi. Enfin, moi, personnellement, par exemple, moi, ça me parle pas. Mais ça peut parler à quelqu'un qui se dit ouais, moi j'y vois un geste artistique, j'y vois quelque chose qui a du sens, mais ça va pas être, voilà, je pense qu'il faut que tu rencontres plus de femmes, parce que c'est pas parce que c'est des femmes que ça doit les intéresser. Faut que c'est la difficulté effectivement d'arriver parce que je suis conscient que du coup ça limite les réalisatrices. Enfin, que je dis réalisatrices, c'est possible qu'autrices aussi, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais c'est compliqué d'arriver à trouver quelqu'un. Voilà, si vous avez des suggestions comme tous les sujets de voix pour y arriver. C'est comme tous les sujets pointus, c'est difficile de trouver la bonne personne. Mais quand tu la trouves, c'est magique. C'est la bonne, ouais. Donc non, on n'a pas de gens, en tout cas si j'en en trouve, on les enverra vers toi, mais là, comme ça, je vois pas, j'ai pas d'idée, je sais pas de quoi se rapprocher. Est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un genre particulier? Non, en fait, c'est plus que juste une histoire d'une femme qui peint avec son sang menstruel. Ça vaut de là. C'est un film un peu social aussi. C'est en plus on va dire une migrante. Non, c'est pas un film de genre. Voilà, on n'est pas sur des. Non, c'est pas un film de genre. Il y a Chloé qui dit quelque chose. Peut-être qu'elle te dit quelque chose à toi. Ouais, d'association professionnelle. Ah non, peut-être, je pense pas que ça concernait ton projet, d'association de professionnels féministes. Écoute, je sais pas, je pense qu'il faut que tu en parles et un jour tu vas trouver la bonne personne. Pour réseauter. Quelqu'un qui va dire waouh! Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok, merci. Anne-Laure? Oui, je sais plus qui parlait de l'âge d'or, puisque je ne sais pas comment tu t'appelles, parce que c'est sur le compte d'Antoine. Qui en parlait. Non, c'est Marisa. Marisa. Oui, alors moi j'adore l'âge d'or, donc si y a quand même quelques films où les femmes ne sont pas des vases, et je peux vous conseiller Johnny Guitar, où c'est le premier western féminin, il est de 1954, donc ça remonte après que ça n'ait pas trop bougé, c'est peut-être autre chose, mais et ce que je peux te conseiller aussi, tu as aussi Baby Jane, où là on est à fond, on est quand même dans l'âge d'or dans les deux, et pour le coup les protagonistes sont des femmes, et dans Johnny Guitar, je vous le conseille à tous, on est dans un des meilleurs westerns qui existent, et c'est clairement une femme
la protagoniste et qui gère tout et qui gère tous les hommes. Et ça, c'est une partie du thème, mais c'est pas entièrement le thème en fait. C'est pas ça le problème. Donc, super film, je vous le conseille. Je vais vous en mettre d'autres aussi. Merci. Mais avec plaisir. Vous avez d'autres questions? D'autres remarques? D'autres impressions? Bah alors, du coup, moi, je suis très curieuse sur ce que vous avez dit sur écrire quelque chose qui nous touche, nous. Alors, je ne sais pas ce que j'en pense, hein. C'est pas du tout du... Est-ce que, du coup, bah, par exemple, alors, ce sujet de peindre avec ses menstruations, alors, je ne sais pas si c'est un propos féministe en particulier, mais par exemple, traiter de viol, traiter de harcèlement scolaire en tant que femme, tout ça, enfin, des auteurs masculins qui auraient envie de s'intéresser à des problématiques féminines, enfin, des sujets. Est-ce que, bah, du coup, enfin, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs masculins, s'ils ont envie de s'y intéresser, est-ce qu'il faut dire, bah non, il faut plutôt t'entourer de quelqu'un que ça concerne au premier plan? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent. Mais je disais que la tendance d'aujourd'hui était à vouloir des gens légitimes sur ces sujets. Je ne dis pas que c'est juste ou pas juste, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense qu'un homme peut très bien traiter des sujets féminins. Je pense qu'il n'y a aucun problème, mais je pense que, en tout cas aujourd'hui, la tendance est à se dire si quelqu'un veut traiter d'une problématique féminine, il faut plutôt une femme. C'est plutôt à notre, enfin à l'avantage des femmes, mais moi je pense pas qu'un homme ne puisse pas traiter le sujet. Il peut le faire. Après, en termes de marché, en termes d'opportunités, c'est peut-être plus malin qu'il s'associe à une femme. Oui, mais je pensais pas forcément aussi aux problématiques de personnages féminins, mais par exemple traiter d'une guerre alors que soi-même on n'est pas directement concerné, des choses comme ça. À quel point est-ce qu'il faut être Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Ouais. L'important, c'est la recherche, quoi, les ressources et les personnes avec qui tu travailles. Mais sur tous les problèmes liés aux femmes, je dis que c'est une tendance en ce moment. Tu vois, on va difficilement, je pense, donner à un homme la possibilité d'écrire sur le viol. Voilà, mais c'est juste une tendance actuelle, mais c'est pas fondé sur quelque chose auquel je crois, une vérité absolue. Et en revanche, je pense que ça s'applique pas à des films de guerre. Je pense qu'on a quand même le droit, qui qu'on soit, d'écrire sur n'importe quel sujet, sachant qu'il y a des sujets difficiles. Par exemple, voilà, je pense qu'il y a des sujets où si tu es blanc, tu ne peux pas non plus raconter, je sais pas, l'histoire de l'esclavage, quoique, c'est ce qu'a fait, je sais plus qui. Pas tu peux, mais bon, voilà, c'est un peu Oui, touchy. non, mais je sais pas du tout et je trouve ça hyper intéressant du coup de pouvoir vous poser la question. Tu peux, mais il faut maîtriser ton sujet, quoi. Il faut pas dire trop de bêtises. Parce qu'on t'attend quand même un peu au tournant, quoi. Voilà, j'ai vu d'autres, je vois d'autres questions. Sophie Goodgill, tiens. On devait juste repartir en atelier, je suis désolée. Alors, filez les filles, à la semaine prochaine. Alors, juste une petite question sur l'appel à projet. Oui, on se demandait juste les projets, si comment après c'était s'il y avait un catalogue de projets, si nous on allait là-bas, on rencontrait des producteurs. En fait, en vérité, comment ça se passait une fois que les projets sont sélectionnés? Mais en fait, nous, notre travail, ça va être de mettre en avant la liste auprès des producteurs. Donc, on sera présent. Quand je dis on, c'est l'équipe de W Scripted. Et on va vraiment mettre, on discute avec un producteur et pour essayer de comprendre c'est quoi le type de projet il ou elle aime de manière générale. Et puis lui mettre en avant les projets de la liste qui pourraient vraiment l'intéresser. À ce stade, ça sera plus après, donc pendant Cannes, il n'y aurait pas forcément d'intérêt que tout le monde se descende sur Cannes pour rencontrer les producteurs parce que c'est pas le moment où ils vont lire le projet. Donc ça serait après en fait. Et en plus, sur la liste, en fait, il y aura 25 projets aussi d'autrices pas basées en France. Donc dans tous les cas, le principe c'est qu'on voilà, on promouvoit les projets auprès des producteurs, mais ça sera pas forcément le bon moment de les rencontrer. Donc, ils auront un pitch ou un synopsis et ils peuvent se dire « Ah tiens, ça nous intéresse » et après, c'est vous qui mettez éventuellement en lien avec les producteurs intéressés par le projet. Mais quand tu postules, tu mets le projet sur la plateforme W Scripted. Tu as l'option de cacher ton scénario si tu veux que les producteurs te contactent pour le lire. Mais sinon, en fait, ils vont déjà voir le synopsis et la logline sur ta page projet sur la plateforme. Donc, en fait, c'est
c'est simple. Mais ce qui est sympa avec une plateforme, c'est que du coup, quand tu cliques, en fait, nous, on leur envoie un line-up. Ça se fait beaucoup pendant les marchés de films. Et ils cliquent sur le projet s'ils sont intéressés, ils sont redirigés à la plateforme et c'est là où toi, tu es protégé parce que tu sais, le projet, il est dans le cadre de la plateforme. Donc tout le monde ne va pas aller voir de l'extérieur. Les producteurs, ils doivent créer un compte. Ils doivent voilà, respecter les droits d'auteur, enfin tout ce genre de trucs pour aller voir ton projet. Puis il y a vraiment cette sécurité que du coup, tu as déjà le projet voilà, qui est sur la plateforme. Donc, et puis tu seras aussi informé quand un producteur lit le projet. Mais si tu l'as caché, ben là, il te contactera. Donc, D'accord, ok. Sophie, tu avais une question ou une remarque? C'était pas une question, c'était plus pour répondre à certaines questions qui ont été posées avant et rebondir dessus. Parce que depuis tout à l'heure, vous posez aussi des questions sur la question du quantitatif et du qualitatif. Et en fait, dans le domaine de l'audiovisuel, ces choses-là sont récentes. Mais par contre, dans le domaine universitaire et académique, les recherches sur la représentation, en général, elles sont vraiment... elles commencent à être assez anciennes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est juste que le test de Bechdel, il est facile à appliquer. Et en fait, comme il est facile à appliquer, il est utilisable. Il y a plein de choses qui sont plus en profondeur et qui vont s'intéresser à la place précise du personnage féminin dans l'organisation des personnages, entre guillemets, à l'écran. Mais en fait, ça demande de faire un travail beaucoup plus compliqué que de répondre aux questions du test de Bechdel. Donc, je pense qu'en fait, à un moment, ça va converger aussi et que les universitaires vont être capables de proposer des tests qui soient utilisables, en fait, par l'industrie. Parce que pour l'instant, tout ce qui est en termes de représentation, c'est toujours après coup. C'est-à-dire quelque chose sort et ensuite, on va dire c'est bien, c'est pas bien, parce que ci ou parce que ça. Et en fait, c'est ça qui manque, c'est des outils qui peuvent être utilisés simplement en amont. Et c'est ça qu'il y a très peu. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci Sophie. Je crois qu'Anne Loriot demandait la parole. Oui, bonjour, merci, c'était super. En fait, moi, je voulais partager avec vous quelque chose. En fait, en 2019, Canal+ a fait un appel à projet qui s'appelait On s'adapte. Donc, c'était pour un appel à projet de court-métrage avec en thème un peu comment on allait s'en sortir avec le rapport du GIEC, enfin, comment la conséquence de tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on allait faire. Et en fait, j'avais participé à cet appel à projet et donc j'ai cherché à voir les courts-métrages qui ont été sélectionnés et produits, en fait. Et j'en ai vu deux. Mais j'en ai vu deux dans des contextes différents. Mais j'ai trouvé qu'il y avait... Enfin, c'était assez frappant que je ne vois d'ailleurs que ces deux-là. Et donc, dans les deux cas, la protagoniste, c'était une femme qui vivait seule dans une maison très high-tech. On sentait qu'elle avait beaucoup d'argent. Elle vivait seule dans cette maison et avec un fusil. Dans les deux cas, elle s'en prenait soit au reste de l'humanité en mode pas du tout altruiste, je veux aider personne, personne ne vient sur mon terrain qui est fierté, etc. Soit elle s'en prenait aux animaux sauvages, un sanglier par exemple. Le sanglier, s'il vient chez elle pour boire dans sa piscine, parce que les deux avaient une piscine aussi, elle va le buter. Et dans les deux cas, c'était un homme qui venait apaiser cette femme vraiment capitaliste, égocentrée. Et je me suis dit, non mais c'est quand même fou le côté genre on s'adapte, la vision du futur de l'humanité, c'est en fait c'est la faute de la femme si on en est arrivé là. Bon après évidemment je grossis très, hein, mais ça m'a quand même beaucoup fait rire. Je me suis dit, pour ajouter à ça, c'est vrai que pour moi, en tout cas d'un point de vue féministe, c'est un exemple de nivellement par le bas. C'est-à-dire que être féministe, parce que là on se retrouve avec, c'est comme si on avait mis un homme un peu beauf qui veut buter tout le monde et une femme un peu qui arrive et qui l'apaise, si tu inversais les rôles. Mais là c'est du nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'on fait des personnages féminins vraiment avec que des défauts et en prenant exemple sur des hommes qui sont pas très intéressants. Et je trouve que c'est pas une vision des personnages féminins fort que de faire un nivellement par le bas, quoi. Et c'était un appel à projet pour en fait, avec un personnage féminin principal, c'est ça? Pas du tout. Non, le thème, c'était on s'adapte, c'est-à-dire un peu de donner une vision futuriste de comment on pourrait s'adapter par rapport au fait qu'il y a des gros enjeux climatiques, de biodiversité, etc. etc. C'était vraiment ça le thème.
Ah, d'accord. Pas d'autres contraintes, non, non. Ah, d'accord, ok, ok. Après, il y en avait une dizaine, hein, donc je ne sais pas les autres de quoi ils parlaient, qui était le ou la protagoniste, mais j'ai trouvé ça quand même marrant de tomber sur ces deux-là. En fait, je me suis dit, bah, je me demande comment sont les autres, en fait. Ouais. Donc, je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous en ont vu. Ah, Bon. Bah, je sais pas y dire, il a mis dans le chat adhérente de séquence 7, donc je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit sans doute vouloir dire qu'une des réalisatrices était adhérente. Yes. Bon, bah, si il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on... Merci. J'en avais une dernière en fait. Oui, voilà. C'est concernant tous les stéréotypes, tous les archétypes de personnages qui sont pour le coup clairement, je vais dire déjà genrés et qui rentrent dans une représentation, on va dire vraiment très ancienne comme et qui sont représentatifs d'une certaine relation homme-femme, comme par exemple la princesse à sauver, le chevalier servant, les trucs comme ça. Est-ce que vous pensez que ce genre de stéréotype est voué, ou disons, doit absolument disparaître, tout simplement? Qu'est-ce qu'on pense, Isabelle? Est-ce que écoutez la question. Est-ce que les stéréotypes sont voués à disparaître? Est-ce que c'est ce genre de stéréotype, je dirais, qui est vraiment, enfin pour le coup, en ce moment très critiqué, comme l'homme qui va sauver la femme, c'est vraiment le stéréotype du chevalier servant et tout ça, le chevalier blanc en gros, et celui de la princesse euh, dans sa tour, etc. Un peu ce qu'on peut voir dans les contes et tout ça, ou qui peut être repris dans les films d'action. Par exemple, Die Hard, c'est ça. Ça a été twisté avec le fait que John McClane va sauver sa femme dans la tour de cristal et tout ça. Est-ce que vous pensez que ce genre de stéréotype doit pour le coup disparaître pour faire avancer les choses? Moi, ce que je vois, c'est que le fait que ça soit binaire, tu vois, c'est soit une femme parfaite, enfin, il y a d'autres choses dans la représentation d'un personnage que l'identité, ces stéréotypes qu'on a vus dans le passé. Donc, sans prendre parti politique, oui ou non, ça doit disparaître. Je pense que une femme, de manière générale, devient femme parce qu'elle a lu, elle s'est vue représentée par la société de cette manière-là tout au long de sa vie. On se rend, enfin, c'est une perspective que moi j'ai. On devient femme parce qu'on nous a appris à devenir femme. Mais au début, on est tous des humains. Et donc, si on veut faire évoluer la société, c'est de mettre en avant, voilà, de construire des personnages complexes et réels qui ne rentrent plus dans ces stéréotypes, qui ne participent pas, voilà, qui sont juste qui sont une construction sociétale en fait. Moi, je vois plus ça comme ça que il devrait disparaître. C'est plus, on sait que ça participe à la construction de la société aujourd'hui, et donc pourquoi pas pas pourquoi pas, mais c'est important de faire évoluer voilà, la perspective et la compréhension de. D'accord. Je sais pas ce que tu penses, Isabelle. Je sais pas si j'ai répondu à la question correctement, mais. Oui, Pas tout à fait. En fait, pour préciser vraiment, ça m'interpelle cette question, ça m'intéresse vachement, parce que j'en avais discuté avec une psychanalyste justement, qui me disait que ça n'était pas forcément quelque chose c'était déjà c'est confusant, ça amène de la confusion et ça n'est pas forcément quelque chose de mauvais que l'on se construise justement par rapport à ces archétypes. Le tout est de le faire en conscience, tout simplement. Voilà. submergé de stéréotypes et de choses comme ça, bah, on manque d'alternatives. C'est pas très grave d'avoir un conte de fées, et puis aussi d'avoir un conte de fées où les gens sont un peu stéréotypés. Le problème, c'est quand c'est la majorité et qu'on grandit que là-dedans. Le problème, c'est la surreprésentation de personnages féminins stéréotypés qui est pénible.
si tu en avais un de temps en temps, ça irait. En fait, je crois que vraiment, dans tous ces sujets, c'est juste que c'est un moment, c'est trop. C'est qu'il y en a trop. Et c'est tout, en fait. Mais ça a tout à fait le droit d'exister. Moi, je pense que tout peut exister, de toute façon. Enfin, je veux dire, Die Hard, moi, j'adore. Donc, c'est juste que je veux pas que dans le cinéma mondial, il y ait que des Die Hard. Je voudrais qu'il y ait de la place aussi pour d'autres choses. En fait, c'est un peu ça. Et si les Die Hard pouvaient même être réduits à peu de pourcentage, c'est-à-dire que même, voilà, enfin, l'idée c'est vraiment de leur enlever un peu de place, quoi, et pour laisser de la place à d'autres choses, des personnages féminins plus intéressants. Mais l'idée c'est pas que ça doit pas exister, en fait, je pense. Je pense que le sujet, c'est pas que ça doit disparaître, c'est que ça doit prendre moins de place. Voilà. Bertie, tu voulais mentionner quelque chose? Oui, en fait, il y a beaucoup de contes de fées, par exemple, où on re-questionne, je pense au dernier Disney, où on se dit, ah bah oui, Réponse, elle est en haut de sa tour, mais finalement, quelle est la place du prince? Et finalement, c'est toujours un reflet de notre société, je pense, à Aladdin avec, alors je ne saurais pas dire l'année, je crois que c'est 94 ou 95, ça a 30 ans, quoi. Et par rapport au Aladdin récent qui est sorti, le personnage de la princesse, elle veut être libérée pour être libre. Dans le nouveau Aladdin, elle veut être libérée pour être sultane, pour avoir des responsabilités. Donc finalement, il y a toujours moyen, en faisant même un film avec une femme type princesse, de réinterroger pour faire quelque chose de cohérent avec ce que tu penses et avec ce que tu as envie de montrer de ton personnage. Et je citerai aussi le très bon film Tale of Tales, qui a un conte de fées un peu trash, mais qui est très beau. Voilà, je crois qu'il y a une dernière question de Philippe Jasmin. Oui, moi je voulais juste dire qu'en fait, oui, je pense quand même que les stéréotypes doivent être démontés parce qu'ils sont quand même responsables. Enfin, par exemple, je suis enseignant moi et je vois un peu les dégâts que ça fait au quotidien. J'avais participé avec ma classe il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, à une exposition sur les stéréotypes avec des expériences avec les élèves. C'était super intéressant. Par exemple, on mettait les gamins, c'est des gamins de CM2, hein. On mettait les gamins dans une pièce, il y avait des objets à ranger dans une cuisine. Et on leur demandait de les ranger. Voilà, c'était le bazar, tous les objets, enfin, c'était des objets du quotidien, des cornflakes, tout ça. Et on se rendait compte quand même que dans leur comportement intrinsèque, ils étaient hyper. Enfin, les filles rangeaient, les garçons s'en foutaient. Enfin, c'était. Et pourtant, je suis pas dans une. Enfin voilà, mais c'était vrai. Moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Donc, je pense qu'effectivement, après, on avait fait tout un travail avec la classe pour décortiquer tout ça et voir qu'en fait, on était hyper. En fait, les stéréotypes, ils nous dominent, quoi. On s'en rend pas compte. Donc, pour reprendre la question tout à l'heure du prince charmant et tout, je pense qu'il ne faut pas confondre les histoires classiques. On peut reprendre des histoires classiques comme le font Disney, tout ça, Pixar, mais justement en dézinguant les stéréotypes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit que, et puis non, c'est pas. Je crois que c'est important. Mais je crois, franchement, moi, je pense que quand on écrit, et c'est vachement dur, hein, parce qu'il faut lutter contre soi-même. Mais à un moment donné, on doit prendre de la distance par rapport à son scénario et se dire, ouais, mais là, est-ce que je n'ai pas. Super. Et c'est pas facile, hein, mais je crois qu'on peut. C'est un peu notre devoir quand même, enfin, je pense. Bah, merci. Hein. Merci du partage. C'est bien, ouais, voilà. Je pense que. Bon, si on a... J'aimerais dire un petit mot. J'ai écrit sur le chat, mais ça n'a peut-être pas été vu. C'est pour dire simplement une réflexion sur le fait que on est beaucoup dorénavant et hélas influencé par la culture américaine, mais la culture européenne n'était pas en tout cas aussi machiste, aussi que ça ne l'est devenu à l'heure actuelle. Parce que bon, il y a énormément de films écrits par des hommes qui ont mis en valeur des femmes. Je pense à Bergman, je pense aussi à Pedro Almodóvar, je pense à Cluzet, je pense à Clouseau, Les Diaboliques, etc. Je crois qu'il y a peut-être une influence aussi qui est peut-être aussi trop envahissante et qui a ce rôle d'influence qui n'est pas forcément très bon, quoi. Il y a ça. Et puis aussi le fait que vous disiez
vous donniez des chiffres sur, je crois que c'était 24%, etc., qui passaient le test, etc., quelque chose. Est-ce que vous considérez qu'à un moment donné, il y aurait une norme qu'il faudrait atteindre ou ce serait quoi la norme ou comment vous voyez ça, vous, de votre C'est vrai côté? qu'il y a déjà une norme de financement et puis il y a une norme là, 30%, on ne l'a pas mentionné, mais je crois que c'est 30%. France 2, France Télévisions. Oui, ça ne concerne pas le test de Bechdel, mais Ils doivent programmer 30% des programmes. 30% des œuvres audiovisuelles de fiction doivent être réalisées par des femmes. C'est l'engagement de Delphine Ernotte en 2020. Donc, ça donne une idée qu'on est quand même déjà loin des 50. Elle considère que 30%, déjà c'est extraordinaire. Elle fait un geste incroyable. Cela dit, c'est vrai. Elle fait un geste incroyable parce qu'on arrivait péniblement à 20, je crois, avant cet engagement. Je pense que TF1, ça doit être du 20%. Par ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on ne fait pas confiance aux femmes pour la réalisation. J'ai lu que depuis 2015, il n'y a pas un seul film qui ait fait plus d'1 million d'entrées qui ait été réalisé par une femme. Oui, c'est ça, oui. Pas parce qu'elles ne sont pas compétentes. Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, le problème, c'est bien aussi du fait que de pouvoir être produit, que des femmes soient produites et donc d'apporter effectivement. En termes d'écriture, on n'a pas encore défini de critères, mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, 50-50, bah justement, c'est 50-50. Enfin, en termes d'équipe, en termes de tout. En écriture, on a du mal à définir. Je pense que toutes les institutions se mettent je crois que c'est comme ça qu'ils font, ils disent 50-50 d'ici cette date, parce qu'ils savent que s'ils mettent des quotas aujourd'hui, ils n'arriveront jamais à leurs quotas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de projets écrits par les femmes aujourd'hui qui vont aller forcément passer le comité du CNC, ou enfin, il y a un besoin d'accompagnement pour certains projets, alors que voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils donnent le 50-50 et que dans tous les domaines, que ce soit le cinéma ou les autres domaines, on n'y arrive pas. Parce que c'est bien beau de mettre des quotas de 50-50, mais je sais que pour Eurimage, qui est le fonds européen de financement des films, ben ça reste, même si j'ai dit ça à une conférence la dernière fois et que finalement, apparemment, c'était 50-50, mais moi, ce que je vois, c'est que 20% des films écrits par les femmes qui sont financés. Donc ils sont, alors qu'il y a quand même beaucoup de films réalisés ou écrits par les femmes qui sont soumis, ben après c'est toujours les problèmes de qui sont les personnes dans la direction, les personnes qui prennent les décisions, et s'il n'y a pas de mixité dans ces comités-là, et ben ça résout pas ça reste. Oui. Donc voilà. Donc ouais, moi je redis ce que j'ai dit, hein, je pense que le public est prêt. Je pense que nous, les auteurs, il faut qu'on soit prêts, et du coup, les décideurs qui seront pris en étau. Faut travailler sur des super histoires. Enfin, c'est toujours ça le nerf de la guerre. Les producteurs, eux, ils veulent trouver à chaque fois, c'est ça. On veut ce que tout le monde cherche. Donc vraiment, une histoire où tu décroches pas de la page du début à la fin. Et puis ça peut être des petits coups de cœur. Si c'est un premier projet, ça peut être un coup de cœur et tu mets un peu plus longtemps à financer. Pour un producteur, c'est pas grave, mais s'il croit vraiment, il veut vraiment réaliser cette histoire, c'est possible, quoi. Mais ça revient toujours à l'histoire. C'est pour ça que je pense que vous êtes dans les meilleurs, vous avez la clé. La clé est entre les mains des auteurs. Exactement. Il faut trouver le producteur, c'est ça le gros défi qu'on a, effectivement. Là, c'est un autre débat, mais donc on va voir ce qu'on peut arriver à faire avec WScripted pour les femmes. Et puis, mais je pense que l'important, c'est l'histoire, quoi. Et puis après, ça rencontrera... que nous, du côté de WScripted, quand on rencontre des producteurs, et encore la semaine dernière, non mais tu peux nous aider à trouver des projets, on galère. C'est vrai, parce que c'est bien beau d'aller réseauter, mais c'est vrai que ça reste, il y a quand même un quotidien très très chargé qui fait que tu peux réseauter peut-être 1 ou 2 fois par semaine, donc c'est limité le nombre de personnes que tu rencontres par semaine, tellement de producteurs, enfin c'est... Donc voilà, après c'est vrai que réseauter ça aide, et nous on va essayer de faire notre part aussi. Voilà. Donc voilà, vous écrivez des projets et envoyez-les à WScripted. D'accord. Enfin, et si on est un homme, écrivez quand même des projets et envoyez-les ailleurs qu'à WScripted.
Ouais. Mais écrivez-nous des beaux projets, les hommes comme les femmes. Bon, en tout cas, pour un premier workshop, Moi, je suis contente, moi, si je fais l'écriture de mon premier long métrage, ça répondra aux critères. Donc, ok, C'est parfait. je suis dedans, quoi. On va devoir, ça va s'arrêter dans 2 minutes. ok. Bon. Bah, merci beaucoup, en tout D'accord, cas. bah, merci. Super intéressant et bravo pour tout. Bah, merci à tout le monde d'avoir participé. Je te rappelle pour vos questions intéressantes. Et puis ben, C'est ce peut-être que à j'aime une bien prochaine faire. pour un workshop encore plus poussé. Je te rappelle. Avec plaisir. Au revoir. Tout le monde, Au et revoir et merci d'avoir assisté à cette présentation. C'est très chouette que vous ayez tous été là, toutes et tous. Pas simple. Allez, bon Merci. Au revoir. Au revoir.